Daniel, tes 3 points. Eric ensuite. Premier point, je ne comprends plus. Deuxième point, je ne comprends pas. Troisième point, je ne comprends rien. Je ne comprendrai plus jamais. Voilà. C'est tout sur mes 3 points sur la prestation de l'OM ce soir. Et celui qui me parle d'arbitrage ce soir, c'est un blaireau. Je le dis tout de suite. Ah merde. Là, Daniel, on est mal parti. Il est 23. On a démarré depuis 30 secondes. J'accepterai de répondre sur le sujet si ça se présente. Il n'en demeure pas moins que c'est un mec qui comprend rien au foot et que c'est un blaireau. C'est tout. Si on me parle d'arbitrage ce soir, pour expliquer la performance de l'OM, c'est qu'on comprend rien. Il faut passer à un autre sport. Il faut abandonner. Il faut dire, écoute, je vais faire autre chose. Moi, je sais pas, le handball, ça existe encore, l'OM Vitrolles? Non, c'est terminé ça. Donc, non, fini. Non, il y a le hockey, il y a les Spartiates qui flamment. Voilà. Oh. Tu rigoles quoi? On a un grand club de hockey à Marseille. Si ce soir, un supporter de l'OM vient nous emmerder avec l'arbitrage, je lui dis qu'il comprend rien. Il faut qu'il passe à autre chose. Si ce soir, il ne me parle pas de la production de l'OM, de ce que fait l'entraîneur, de ce pourquoi les joueurs, un petit peu avant d'évacuer après 30 secondes, de ce pourquoi les joueurs, qu'on m'explique pourquoi les joueurs ne courent pas, pourquoi ils ne bougent pas, pourquoi il n'y a pas de mouvement dans cette équipe, pourquoi on ne comprend rien à la tactique, pourquoi il n'y a pas un mec qui est capable de faire une passe. Si on m'explique pas ça, qu'on vienne pas emmerder avec les arbitres. Eric. Écoute, alors, premier point, on va faire un peu de comptabilité parce que c'est important dans cette Ligue des Champions. 3 points après. Alors par contre, j'ai un écho quand je parle, les gars en régie, là, si on peut me l'enlever, c'est désagréable. Donc, le 3 points après 4 matchs. Quand on se souvient que l'an dernier, à 11 points, ça passe, à 10, ça passe plus. Je crois même qu'il y a Zagreb qui avait eu 11 points l'an dernier, qui n'est pas passé. Absolument, donc, Eric, tu as raison, donc ça veut dire que en recevant Newcastle, Liverpool, quand on voit Bruges, ce que Bruges a fait ce soir, c'est-à-dire que les équipes abordables, entre guillemets, parce que du coup je vais parler en deuxième point de l'Atalanta, du coup ça sent le pâté. Deuxième point, on est obligé de parler de la performance de l'Atalanta, en tout cas de la différence technique, de toutes les différences qu'il y a entre l'Atalanta qui est un club milieu de tableau, une équipe qui va pas bien en Italie, qui va pas bien, avec le départ de Gasperini qui scelle un peu la fin de la génération dorée de l'Atalanta, avec une équipe en reconstruction peut-être, ou alors en tout cas une équipe qui est moins forte que ces dernières années. Grosse différence quoi. Ils ont bouffé l'OM en tout point. Voilà. Et malgré tout, puisque je vais me faire engueuler par Daniel, mais j'aimerais juste qu'on m'explique... Ne prends pas de précaution, sois toi-même, non, Eric. Non, mais pas bon, j'ai peur qu'ils disent que je comprends plus du coup, que je comprends rien, mais j'aimerais qu'il y ait un peu de cohérence dans l'arbitrage et qu'on m'explique pourquoi ce soir... Alors moi je vais vous expliquer. Parce que c'est la règle en fait. Je vais vous expliquer. Sauf que il rate. C'est contre football parce que il rate son contrôle, et la main lui renvoie le ballon dans les pieds alors qu'Aubameyang est derrière. C'est-à-dire que le mec il fait un mauvais contrôle et sa main lui gomme son mauvais contrôle et vous m'expliquez que c'est la règle. Bah, d'accord. Moi j'ai pas rien. Moi tu sais. Je peux t'en montrer 10. Je peux t'en montrer 10 comme ça de main sifflée. Je peux t'en montrer 10. Sans doute. Mais juste rappel simple du résultat, parce que là on a. Non, mais c'est pas, pour moi c'est pas une excuse. Daniel a raison. Quand tu te fais bouffer comme ça pendant tout un match par un adversaire qui a un penalty arrêté par le gardien, et que si on veut parler de la VAR, le but qui marque là avec le fameux hors-jeu, alors qu'il y a une déviation juste avant, ça aussi c'est anti-foot. Tu vois, par exemple. Ça aussi c'est une règle qui est contre l'esprit du jeu. Voilà, mais ça c'est contre l'esprit du jeu parce que il y a une déviation, il est hors-jeu au départ, mais sauf que quand il y a un autre joueur qui touche le ballon, il est remis en jeu, il est plus hors-jeu à ce moment-là. Donc là, pareil, on s'en sort bien, mais juste, on est obligé d'en parler parce que je comprends plus rien moi, et ça changera pas le résultat, ni la performance de l'OM, ni notre analyse du match. Voilà. T'as raison. Soyons quand même pédagogiques. Les soucis sont bien ailleurs. Soyons quand même pédagogiques sur cette histoire de main, parce qu'évidemment, tout le monde ce soir est en feu à Marseille en disant, en gros, on s'est fait fourrer. Bon, c'est un peu la tonalité générale là sur WhatsApp et au 32-16. En fait, cette main n'est pas sanctionnable. Pour une raison très simple. Alors c'est peut-être difficile à comprendre parce qu'on la voit clairement. On voit clairement que le ballon touche la main, t'es dans la surface, donc tu te dis. Explique et comme ça après on n'en parle plus. En fait, c'est ce que les arbitres appellent une automain. Voilà. Et une automain, ça veut dire que en fait le gars, il se fait la main tout seul, c'est le sens des lois du jeu, avec son pied, le ballon rebondit sur lui, va sur sa main. Et bien en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Voilà. Bon, donc on a évacué le problème. Alors, ils se sont pas fait fourrer par l'arbitre parce que c'est le respect de la règle. On peut la trouver bête, la règle, on peut comprendre, mais c'est celle-là. On peut comprendre l'émotion quand tu vois
la main comme ça, clairement, tu dis, il y a main. Mais en fait, selon les règles, en 2025 du football, il n'y a pas main. En fait, il n'y a pas penalty. Quand il profite de la main dans le match de championnat tout bidon, où il n'est même pas totalement dans la surface, le défenseur, machin, bon voilà. Mais après, ce qui est gênant, juste sur cette action. Il y a des règlements qui sont stupides. Ce qui est très gênant sur cette action, comme le hors-jeu selon Daniel, moi. Aussi. Ce qui est très gênant sur cette action et qui n'est pas professionnel non plus de la part des joueurs de l'OM, c'est que tu dois pas t'arrêter de jouer, en fait. Parce que qu'est-ce qui donne le but derrière ? La contre-attaque. C'est la contre-attaque où les mecs sont en train de dormir. En fait, tous les mecs sont là à râler après l'arbitre à gueuler. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement été mauvais qu'ils ont vu à travers cette action le salut, la possibilité du braquage, la déception de peut-être s'en sortir par la toute petite fenêtre de derrière. C'est même pas la fenêtre de derrière, c'est la fenêtre des chiottes. Ils ont failli passer par là, ils se sont arrêtés sur cette action. Et comme tu le dis, c'est une faute professionnelle de ne pas continuer l'action, de ne pas faire attention et d'aller prendre le but en contre-attaque qui, au final, est un but archi mérité pour l'Atalanta, vu ce qu'ils avaient fait dans ce match. Une victoire incontestable. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on parle du match. Ça fait 3 matchs que je ne comprends pas ce que fait l'OM. Je l'ai dit contre Angers, je le dis contre Auxerre. On me raconte qu'il y a des absents, on me raconte qu'il y a des blessés. Je dis au-delà des absents, des blessés, de tout ce que vous voulez. Pourquoi les joueurs ne courent pas ? Pourquoi il n'y a pas une tactique qu'on comprend ? Pourquoi il n'y a pas au milieu de terrain un joueur créatif capable de trouver les attaquants ? Quelle est la position de Greenwood dans cette équipe ? Que fait Aubameyang dans cette équipe ? Je ne le comprends pas non plus. Je ne sais même plus tellement il y a de questions. Je pourrais continuer. Est-ce que ça joue le samedi à 4, le mercredi à 3 derrière ? En fait, la seule personne que je comprends dans cette équipe, c'est Rouli. Voilà, Rouli, le meilleur Marseillais, semaine après semaine, jour après jour. C'est absolument anormal, d'abord, que ton gardien soit le meilleur. C'est pas tout à fait normal. Il a arrêté un péno, parce que sinon, ça aurait pu être emmerdant. Ça aurait pu dégénérer, bien plus vite dans le match. Je voulais le mettre dans les il va le chercher, le péno. Hein. C'est ça. Mais donc moi, je veux maintenant, puisqu'on va voir la conf de Zerbi, j'espère que des journalistes vont lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi l'OM ? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait ? On a cru qu'on comprenait. J'ai compris moi au début de la saison. Il y a juste après fin août là, quand ils ont fini leur mercato, le mois de septembre, je comprenais. Normalement, tu es dans un process de progrès. Que tu es un blessé, pas de blessé, mais ok, mais tu dois quand même comprendre ce que veut faire l'équipe. Là, tu ne le comprends pas. Et ces changements incessants à 3, à 4 derrière, à 5 au milieu, à 3 attaquants, à 2. Après, il fait rentrer 2 pointes. Aubameyang qui à un moment est fatigué, il lui faut le petit Robinho Vaz pour lui filer un coup de main. Mais mets-le dès le début, Vaz. Lui, il court dans tous les sens. Et puis tu mets Aubameyang à la fin s'il faut finir. Mais moi, si quelqu'un comprend, les choses étape par étape, parce que là, tu mets tout sur la table. L'idée de Zerbi, moi, je ne comprends plus rien à ce qu'il propose. Alors, Eric, il faut quand même partir d'un postulat de départ. C'est qu'il manque plein de monde. Mais qui il manque en fait ? Oui, mais il manque. Mais qui il manque ? Oui, non, mais il manque. Bah... Non, mais il manque en réalité. Il manque un défenseur central. Et peut-être Emerson, c'est tout finalement, puisque il y a quand même. Gouiri, peut-être aussi. Il a Aubameyang, oui, tout le monde Gouiri, mais Gouiri, quand Aubameyang arrive, tout le monde est content. Aubameyang, c'est un joueur normalement de classe mondiale. Quand tu as cette plus blessé, tu as la révélation Robinho Vaz, qui est peut-être le meilleur. Quand tu as celle blessée, même si c'est pas cette titulaire, et ben forcément, tu te fais des nœuds au cerveau pour composer une équipe. Mais c'est du bidon justement de se faire des nœuds au cerveau avec ça. Aujourd'hui, il jouait en défense avec Aguerd, qu'on pensait absent, qui joue. Donc qui est pas à 100%. Egan Riley, quand il est arrivé, on a dit super défenseur. On nous le vend comme ça. Balerdi, c'est un coup, c'est le capitaine valeureux, machin truc, et un coup, c'est il nous fait toujours une boulette de temps en temps. En fait, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Donc moi, je ne sais pas qui il manque. Et puis même quand il te manque quelqu'un, ça n'empêche pas ceux qui sont là de courir. Pourquoi ceux qui sont là ne bougent pas ? Pourquoi il n'y a pas de mouvement ? J'aimerais qu'il puisse détailler un peu ses idées. Il n'y a pas de proposition. Daniel, Non, mais parce que tu poses la question, je te réponds. Non, je l'ai posé à Eric. Ah, pardon, Eric. Non, mais parce que, allez, sur la compo, je pense que avec les absences, je vois pas aller peut-être vers Vermeeren au milieu, puisque en Coupe d'Europe, il a toujours fait des bons matchs. Ouais. On aurait pu peut-être le voir. Voilà. Après, pour le reste, il a fait avec ce qu'il avait. Et pour moi, il manque pas tant de joueurs que ça. Le gros problème, c'est
on avait vu et on avait vanté d'ailleurs ici même la mentalité de cette équipe cette année contre le Real, contre le PSG, avec même Greenwood, puisqu'on a fait les débats où moi je m'étais extasié sur Greenwood qui s'était mis au diapason avec une équipe cette année. C'était enfin le vrai Greenwood. Et là donc, mais c'est pas le premier match puisque contre Angers, quand nous on en a parlé dans nos émissions l'après-midi, je ne comprenais pas comment tu n'arrives pas à faire plus sur un match où tu peux aller chercher la première place et où tu tombes contre un adversaire qui a plus envie que toi. Et là ce soir, donc, on était tous d'accord pour dire que c'est le tournant de la Ligue des Champions parce que ce match-là allait générer beaucoup de choses derrière et on se rend compte aujourd'hui que maintenant se qualifier maintenant c'est un casse-tête. Voilà, quand on se rend compte que ce match tournant, ben ça en est vraiment un du coup. Et comme l'a dit Daniel, mais les supporters, je pense qu'ils vont être agacés sur la prestation générale de l'OM et notamment sur l'engagement de l'OM. C'est incompréhensible parce qu'après que dans le jeu les autres sont plus forts que toi parce qu'ils ont plus de certitude et parce que toi depuis le début de la saison tu n'as pas été capable de mettre 2 fois de suite la même équipe sur le terrain pour acquérir des automatismes, mais au moins montre que ce match-là est un match particulier dans l'engagement. Voilà. Alors moi je veux bien que les autres étaient supérieurs techniquement, mais c'est pas le Barça, c'est pas le PSG, c'est pas le Bayern en face. Si tu fais un bon pressing et que tu as de l'envie, contre le Barça, c'est une équipe qui joue au foot. Par exemple. C'est une équipe qui joue au foot et y a pas les Marseillais connaissent même pas un joueur de Bruges, alors que ils ont fait un recrutement coûteux avec un attaquant à 35 millions. Regarde jouer Bruges contre le Barça. Là, il y a une proposition de jeu. Tu comprends ce qu'ils font et on les avait vus. Ils avaient déjà tarté Monaco. Bruges, à chaque fois que tu les vois, même avec leurs limites, je prends cet exemple-là parce que c'était un des matchs du soir qui a le plus étonné. Mais tu vois ce qu'ils veulent faire. Tu vois ce qu'ils veulent faire. Mais même des petites équipes qui se battent, même Bodo Glimt, hier contre Monaco, ils ont un peu plus d'occasion que Monaco, ils ont plus de possession, ils essayent de jouer. Bodo Glimt, c'est quoi comme équipe ? Même Almaty, ils ont réussi à emmerder en courant partout, en mettant du cœur l'Inter ce soir. L'OM, c'est rien, ils sont amorphes sur le terrain. Il n'y a pas de mouvement. Et alors, pour ce qui est du mouvement collectif, parce que c'est bien beau de dire il faut courir, mouiller le maillot, toutes ces conneries-là, mais quand ils font un pressing, ils ne le font pas ensemble. T'en as 3 qui partent derrière, t'as un écart, des espaces de fou, ce qui fait que quand tu as des mecs un peu habiles comme l'Atalanta, quand ils passent le premier rideau, derrière au milieu, tu as un peu d'espace, hein, ça peut régaler. Hein. Si l'équipe elle est en Vous confiance... savez de qui vient la première réaction du soir ? Non. Benoît Payan. Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu, oh là, ça va être affreux. Daniel, reste calme. Ça va être terrible. Benoît Payan qui était au stade et qui passe dans la zone d'interview et qui crie, c'est Aurélien Tirsin, notre reporter, qui nous envoie ça, et qui crie, Aurélien est à côté, il dit « Ce n'est pas une erreur, c'est un vol, c'est une honte en Ligue des Champions », a dit Benoît Payan. Mais non, mais le problème, c'est maintenant il faut expliquer, il faut faire un peu de pédagogie. Mais non, mais moi je fais pas de pédagogie avec le maire d'une ville. Le maire d'une ville, il faut lui expliquer. Aussi grande que Marseille, qui est quand même la deuxième ville. Il est là pour défendre le club. Hein. Il est là pour défendre le club, le maire. Hein. J'ai failli. Je me suis retenu. Je le savais. Calme-toi. J'ai bavé. Calme-toi. Mais quand tu sais pas, tu fermes ta gueule, quoi. Merde, quoi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et lui, dans sa grande démagogie de maire et d'homme politique de bas étage, il arrive, il va au stade. Mais il connaît pas la règle. Mais alors qu'il la ferme. Il connaît même pas le football. Mais comme il est à Marseille, évidemment, il faut qu'il aille dans la corbeille, il faut qu'il parade, il faut qu'il se mette en sueur, il faut qu'il bouge dans tous les sens, parce que c'est la ville de la passion et c'est la ville du foot, et que si je perds le match, c'est forcément que j'ai fait voler. Eric, si tu arrives à défendre, j'en ai marre de ces gens-là. Non, mais c'est politique de bas étage. Non, mais je veux juste dire à Daniel que le gros problème, c'est que pour le supporter, cette action est incompréhensible. Voilà. Et je vais te dire même la vérité, puisque quand on en parle en début de match, pour moi, vous me racontez la règle. Bon, d'abord, ça amène de l'eau au moulin, puisqu'on était tous d'accord sur l'arrivée de la VAR, où on avait quand même prévenu que l'interprétation allait jouer des tours et allait tourner les têtes de beaucoup de personnes qui vont plus rien comprendre à l'arbitrage à cause voilà. Donc c'est tout. Moi, tu me dis la règle, c'est la règle, l'arbitre applique la règle, sauf que pour moi,
Il rate son contrôle, c'est-à-dire il fait un mauvais geste technique. La main lui permet de récupérer ce mauvais geste parce que le ballon lui revient dans les pieds alors qu'il y a Aubameyang derrière. Si tu veux, c'est anti-foot. Donc imagine celui qui ne connaît pas la règle. C'est une mauvaise règle. Voilà, pour moi, c'est une mauvaise règle parce que ça met, si tu veux, ça sauve un défenseur qui fait une bévue dans la surface. Donc c'est pour ça que c'est anti-foot. Maintenant, c'est la règle, il n'y a pas de souci. Mais sauf que les gens qui ne connaissent pas la règle et qui regardent cette action-là, ben, tu sais, j'ai regardé le match à la télé et sur le plateau de la télé, dans les commentateurs, il y a des joueurs de foot et il y a des journalistes qui commentent beaucoup de matchs. Et les mecs étaient tous unanimes, si tu veux, pour eux. Ils comprenaient pas. Ils ont qu'à apprendre les règles alors. Oui, non, mais Daniel, oui, bien sûr. Puis il y a les règles, puis il y a l'esprit. Mais non, Eric, en fait, la vérité, je vais te dire ce que c'est. Quand tu entends le commentateur ou le joueur ou le consultant, en fait, peu importe qu'ils connaissent la règle ou pas, en fait, tu es emporté. Quand tu parles de foot dans une espèce, et c'est quelque chose, nous ici on lutte contre ça depuis les débuts de l'after, cette espèce de subjectivité où même le journaliste se sent obligé d'être emporté par la fougue, en gros pour pas se faire insulter par les supporters, parce que lui-même il a envie que l'équipe gagne, et puis alors l'ancien joueur, si l'ancien joueur c'est un ancien Marseillais, ou c'est un gars qui connaît un tel, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? De toute façon il ira pas dire ce que je dis. Pour dire ce que je dis, Eric, il faut accepter de se faire insulter pendant une semaine. Ce qui m'arrivera, évidemment. Ce qui va m'arriver, évidemment. Tu n'es pas obligé de faire de procédé de tension aux mecs, tu vois, ils peuvent le dire aussi de bon cœur. Et de dire c'est un vol. Parce que quand il dit ça, moi si je suis l'arbitre. On va voir ce que les deux arbitres, il est possible que les deux arbitres disent la même chose. Je vais te dire, moi si je suis l'arbitre espagnol, je porte plainte. Parce qu'en disant c'est un vol, en fait, c'est comme s'il dit t'es un bandit, t'es un escroc, t'as volé. Après, le banc marseillais, Gilbert, a montré l'iPad à l'arbitre, au quatrième arbitre, pour montrer la main, en disant qu'il y avait même pour eux. Et tu verras qu'ils vont parler d'une main. Et voilà, parce que chaud quand ils montrent l'iPad. Mais moi, je présuppose quand même, Eric, que l'arbitre, il est allé voir les Marseillais à la fin du match. Alors, on dit écoutez, en fait, ce qui s'est passé, voilà. Peut-être que vous connaissiez pas bien cette règle, peut-être que vous avez voulu exagérer le coup, parce que c'est aussi le jeu d'en faire beaucoup et de dire regardez, il y avait main. C'est le foot, hein, c'est comme ça, voilà. Et que eux-mêmes savaient. Mais je suis sûr qu'on nous explique la performance d'ensemble, pourquoi cette équipe est on en parle de suite d'ailleurs, Daniel. Juste dernier coup, comme ça après c'est fini, on n'en parle plus. Je vous parie que si on s'amuse à chercher des automains, on va en trouver des signalés plusieurs. Hein, donc bien sûr, je pense que tu as raison. Et voilà, donc allez, on passe à autre chose, on passe au jeu. Et de l'OM et de l'Atalante, c'est peut-être plus intéressant, mais tu ne peux pas évacuer ce débat-là, Daniel, en disant ceux qui ne connaissent pas la règle, ils sont nuls, et les autres, on est intelligents, tu vois. Parce que c'est pas aussi facile que ça. Ceux qui expliquaient la défaite de l'OM ou la performance de l'OM là-dessus. C'est ça. J'ai dit que si tu expliques la défaite et la prestation de l'OM et tu voulais te raccrocher à un éventuel braquage, parce que ça aurait été un braquage si l'OM gagnait le match de cette façon, je pense que tu ne comprends rien en foot. Et je pense que De Zerbi, une fois qu'il aurait évacué ça, il va falloir quand même, ou alors, s'il ne le fait pas, il sera dans une erreur majeure, capitale. Peut-être que parce que le football est fait de démagogie, tu vas dans un premier temps parler de ça pour en gros donner le sentiment aux supporters qu'il faut penser à autre chose. Mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel pour un coach aujourd'hui à l'OM, pour le coach de l'OM, c'est de nous expliquer pourquoi son équipe est aussi médiocre. Pourquoi les joueurs sont aussi mauvais. Pourquoi le schéma, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe entre ce qu'ils font à l'entraînement et le rendu en match. Et là, c'est ça dont on a besoin comme explication. Et je pense que mine de rien, la majorité des supporters de l'OM, une fois qu'ils auront évacué peut-être cette colère, une fois qu'on leur a expliqué la règle, j'imagine que la plupart d'entre eux ont quand même envie de savoir pourquoi leur équipe est médiocre depuis maintenant un petit bout de temps, et trop longtemps, eu égard aux ambitions du club. Alors pour l'instant, la parole aux supporters de l'OM. Hicham est avec nous, supporter marseillais. Salut Hicham. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Eric. Alors, afin qu'on ne tourne pas en rond et que pas tourner en rond, voilà, et qu'on remette pas une pièce sur l'arbitrage. T'inquiète pas, je vais l'évacuer très rapidement. Juste le supporterisme fait qu'on s'emporte et tout. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le deux poids deux mesures. Quand tu vois la main de siffler contre Medina face au Real, au Bernabéu, et que tu vois là cette main-là, tu comprends pas. Maintenant, la règle est la règle. Moi, ce qui m'importe, en vrai, si tu parles de l'arbitrage, si Marseille fait match nul ou gagne, c'est un braquage.
le hors-jeu du mec là qui dévie, la bonne mère, elle était là ce soir, et à hors-jeu 5 minutes avant. Bref, ils annulent le but de l'Atalante. Le penalty sur Rouli, j'ai du mal à voir Péno parce qu'il sort, il ne le touche pas, c'est lui qui vient au contact du gardien. Bref, l'arbitrage, je le mets de côté parce que ça me saoule. Quand on parle de l'OM, on parle que de l'arbitrage. La main au Havre, le rouge à Auxerre, la main de ceci, le rouge là, faut arrêter à un moment donné, on va parler du fond de jeu. Comment une équipe de l'OM peut proposer un match pareil en Ligue des Champions. Merci. On attend toute la semaine. Merci, toute monsieur. La semaine, ça fait 1 an qu'on nous casse les pieds. Il faut se qualifier en Ligue des Champions. T'es pas capable de garder tes nerfs au Sporting. Tu mènes pendant 20 minutes. T'es à 2 doigts de mettre 2-0. Tu te sabordes toi-même. Là, pareil. À un moment de Zerbi, il faut qu'ils redescendent la pression. Ils nous ont fait des reportages tout le mois de juillet. Chiamo OM. Ce soir, c'est Chiamo Guingamp. En fait, dans le projet de jeu, non mais qu'on parle sérieux, dans le projet de jeu, tu proposes quoi ce soir? Ulysse Garcia, il a 20 mètres à chaque fois. Pachao, il presse pas. O'Reilly, sur 60 ballons touchés, il en a perdu 72. C'est pas possible. Rouli, moi je l'aime bien. O'Reilly, le temps passé sur le terrain, mis en face de la performance, c'est juste Rouli, fou. Moi je suis comme toi, Daniel. Rouli, je l'aime bien. Il fait des arrêts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais sur les relances, le nombre de fois il nous met en danger en première mi-temps. Cousin, si tu peux pas la mettre dans les pieds d'un joueur, balance devant, on refait monter le bloc. C'est des trucs basiques. Amir Murillo, faut qu'on en parle. Ce qu'a beaucoup fait, c'est marrant que tu dises ça, Hicham, ça arrête 2 secondes. Ce qu'a beaucoup fait Manuel Neuer hier, qui est pourtant connu à la base, lui, comme un des gardiens qui, les premiers, a beaucoup joué au pied. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, Neuer, il faut remonter au début des années 2010. Hier, puisque Paris pressait, ou en tout cas essayait toujours de jouer assez haut, mais le nombre de fois où il s'est pas emmerdé et il a mis patate devant, il l'a fait. Oui. Tu mets une patate, t'aères le jeu, tu fais remonter le bloc. Bref, moi, ce qui m'emmerde très sincèrement, c'est le fond de jeu. Et je sais que De Zerbi, il va pas avoir l'honnêteté de parler du fond de jeu. Il va nous parler de l'arbitrage, du vol, de machin. Oui, mais alors, Hicham, qu'est-ce qui s'est passé? Ces premiers mots, je crois que je les ai. Attends, bouge pas, j'arrive tout de suite. C'était sur Canal il y a quelques secondes. On a bien joué, on méritait pas de perdre, il manquait des joueurs importants. Ok, merci, au revoir. Bon, il a pas parlé d'arbitrage. Moi, je voudrais qu'un journaliste lui dise, avant le match, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu proposes? Tu joues face à une équipe de l'Atalanta. Lookman, vous l'avez vu, Lookman? Il a plus 15 kilos, il n'a pas joué depuis 15 mois. Il rentre, il arrive à nous... Lookman, s'il est juste un chouïa plus en forme, il vous met en miettes. Et pareil, j'arrive pas à comprendre comment il peut expliquer face au Sporting. T'as un mec comme Vermeuren qui fait une très bonne première mi-temps. Ok, on prend un rouge, mais au moins il garde le ballon. Il le fait sortir, il met O'Reilly. Là, va nous expliquer comment tu gardes O'Reilly 95 minutes. Et que t'as Vermeuren sur le banc de touche qui peut garder le ballon. Pareil, sa défense à 5, elle rime à rien. Si les 2 mecs de côté, ils montent pas. Une défense à 5, c'est fait comme le PSG pour avoir des pistons. Hakimi, Nuno Mendes. Ok, t'as pas Hakimi, Nuno Mendes, mais t'as Garcia et t'as Murillo. Les mecs, ils montent pas. Passe à une défense à 4, renforce ton milieu de terrain. Au milieu de terrain, on n'a pas vu le jour. En première mi-temps, les 70 premières minutes, t'avais Hodberg qui courait comme un chien de garde. Il courait à droite, à gauche. O'Reilly, il perdait 1 balle sur 2. Donc, à un moment donné, explique-nous ce que tu veux faire de Zerbi. Parce que ça suffit, les Chiamo OM, Chiamo ceci, mettre de l'intensité, le vélodrome. Je viens pour cette ville. Nous, on est des passionnés de football. On veut voir une équipe qui joue au foot. On veut pas voir une équipe qui joue pour jouer ou pour courir, pour mouiller le maillot. Ok, ça, c'est un extra mouiller le maillot. Mais nous, ce qu'on veut, c'est voir du football. Comment tu peux expliquer qu'un mec comme Aubameyang, il court tout seul dans le vide pendant 70 minutes? C'est pas possible. Le mec, il a 39 ans. Et moi, j'ai rien contre Aubameyang, mais à un moment donné, il faut... Je suis d'accord. Il y a derrière lui, il y a un boulevard derrière. Mètres de lui. Greenwood, il est à 60 mètres de lui, il peut pas lui apporter des ballons. Moi, je comprends pas. Très sincèrement, on pourra parler de l'arbitrage autant que vous voulez. À un moment donné, il va falloir pointer les responsabilités de De Zerbi, surtout sur ses choix tactiques et sur ce qu'il a envie de donner aux supporters, aux journalistes, aux mecs qui... Alors Hicham, on va revenir sur le coaching dans quelques instants, mais juste Eric, t'es d'accord avec ce que t'entends là de la part d'Hicham globalement? Oui, mais si on veut aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai qu'on s'est enthousiasmé après l'enchaînement la performance au Real. Bon, il y avait eu la victoire contre l'Orient, la performance au Real. Aussi, et voilà, oui, mais l'enchaînement, donc le Real où tu sors avec des regrets, la victoire contre Paris, la victoire à Strasbourg, la victoire contre l'Ajax, tu vois, et
en réalité, donc on a voulu voir, moi le premier d'ailleurs, hein, le verre à moitié plein, sauf que tu te rends compte aujourd'hui que le PSG était amoindri, que contre Strasbourg, tant qu'Emega était sur le terrain, tu prenais le bouillon, que l'Ajax, ils ont 0 points, c'est ça? C'est les seuls qui ont 0 points? C'est ça? C'est-à-dire que il y a Benfica aussi, d'accord, voilà. Voilà, contre le Havre, tu gagnes 6-2, mais tu es longtemps au coude à coude et tu es en difficulté un long moment contre le Havre. Voilà, et même contre Auxerre, tu fais un pauvre match avec un but flipper là, pied gauche, pied droit. Et donc en réalité, si on regarde sur les performances sur le fond vraiment, c'est moins beau que ce qu'on pensait, quoi. Voilà. Et il y a peut-être moins de qualité que ce qu'on pensait. Et ce soir, la comparaison avec l'Atalanta est terrible pour l'OM, terrible sur la qualité technique, voire même sur la cohérence tactique. Bon, sur ce que dit Jam, toi, tu es en phase aussi, Daniel? Là, il a fait une photographie un peu globale, mais qui est pas mal. Mais franchement, son analyse, elle est parfaite. Tout ce que dit Eric. En fait, il n'y a presque pas de débat ce soir, on est tous d'accord. En fait, il y a quand même débat. Parce que ça éclate les yeux. Parce qu'en fait, tu as eu Angers, Auxerre, où on a eu. Bon, alors peut-être que sur ce match-là, tu mérites mieux. Sur ce match-là, tu t'es contenté du résultat parce que tu as peut-être la Ligue des Champions en tête. Il faut peut-être être patient parce que tu as des joueurs qui ne sont pas tous au top. Tu as toujours plein d'explications qui font que tu repousses le niveau de l'exigence. Le problème, c'est que le niveau de l'exigence, quand arrive le match de Ligue des Champions, qui est le tournant dont parlait Eric tout à l'heure, et qui te met dans une merde noire maintenant, parce que maintenant, tu es dans une merde noire. Parce que moi, je me souviens encore de l'année dernière, au moment où l'OM a commencé à se qualifier, où on était à peu près sûr qu'ils allaient se qualifier pour la Ligue des Champions, je disais, l'OM l'année prochaine, mine de rien, on se doutait qu'ils allaient faire un mercato, il y a toujours une attente particulière autour de ce club. Mine de rien, ils vont se la coller, la pression. Parce que l'année dernière, on a eu Lille, on a eu Monaco et on a eu le tout petit Brest. Et ils sont sortis. Tous passés. Ils sont sortis. Donc, si l'OM ne sort pas de ce truc-là, c'est une honte intergalactique. Je pense que même sur Pluton, ils en parleront. Tellement c'est la honte. Et ça, ils ne vont pas l'accepter. Et ça leur met une pression, mais la pression à l'OM, tu nais avec en fait. Tu sors dehors, tu sors de ta maison, il y a la pression à Marseille. C'est comme ça, sinon tu vas pas dans le club, tu ne travailles pas dans ce club. Quand tu mets le nez à la fenêtre, tu as la pression, elle te tombe sur la gueule la pression à Marseille. Et donc, si Brest, machin, et en plus dans cette nouvelle formule, ça veut dire qu'il faut pas être dans les 24 premiers. Et quand tu vas voir les clubs qu'il y a derrière, un club comme l'OM avec leurs moyens, et ce qu'ils ont fait cet été, et ils n'y arrivent pas, ça va pas être acceptable. Ça ne sera pas acceptable. Je suis désolé, c'est une triste réalité. Et à Marseille, tu vis avec cette triste réalité. Top de Zerbi, les gars. Il s'installe. On va donc pouvoir écouter ses premières analyses. Un petit peu le son et c'est parti. Allez. Bon, coach, bonsoir. On a envie de vous entendre forcément sur cette fin de match. Comment avez-vous vécu cette minute où il y a probablement pénalty pour l'OM et le but que vous prenez? Quel est votre regard sur ces deux situations globalement, s'il vous plaît? Je ne suis pas arbitre, je ne connais pas les règles, je ne sais pas. Mais j'ai un peu de mémoire et je me souviens avoir perdu un match à Madrid dans une situation similaire. Et si la règle ne donne pas le penalty, mais là il y a Aubameyang qui arrivait quand il prend la balle avec le bras. Je pense juste à ça en fait. Voilà. Roberto De Zerbi en direct. Évidemment, c'est un fait de jeu très très important parce que ça vous aurait permis sûrement de l'emporter. Malgré tout, on n'a pas reconnu trop votre équipe pendant les 90 minutes. Est-ce que ce sont les blessés, la fatigue? Est-ce que vous avez une explication? Non, je ne suis pas d'accord. Nous avons fait 20 minutes qui n'étaient pas bons. Et l'Atalanta a fait beaucoup mieux pendant 20 minutes, certainement. Et après, nous sommes sortis. La deuxième partie du match, nous avons souffert comme on doit souffrir contre une équipe forte. Et les joueurs de l'Atalanta, ce sont les mêmes joueurs que la finale qu'ils ont jouée en Europa League.
Et donc nous savions que ça aurait été un match très difficile. Mais je ne pense pas qu'on a fait un mauvais match. Ça n'a pas été notre meilleur match, ça oui. Les raisons, je pense les connaître, mais ce n'est pas juste que je les dise maintenant. Et c'est tout. Maintenant, on va se préparer pour Brest. On a perdu 3 matchs en Champions League, tous les 3 compliqués, rocambolesques. Nous ne sommes pas chanceux, parce qu'à Madrid, le penalty pareil, mais les règles sont différentes à Madrid qu'à Marseille. Mais c'est la langue qui change, c'est pas la règle qui doit changer. Mais ça, c'est à vous de voir. Et à Lisbonne, c'était un autre match où les épisodes nous ont fait perdre, parce qu'à 11 contre 11, on ne perd jamais ce match, et probablement qu'on la gagne. Et ce soir aussi. Allez, encore une réponse de Roberto De Zerbi. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a eu un changement qui a créé peut-être un peu de confusion en fin de match, c'est la sortie d'Egan Riley. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous avez voulu faire à ce moment-là, tactiquement? C'était quoi votre volonté de faire passer O'Reilly derrière après? Rien, je voulais rien faire. Le docteur m'a dit qu'il avait mal et qu'il devait sortir. Et lui, il a dit des choses différentes au docteur, je ne sais pas. Je ne voulais absolument rien faire. Amener O'Reilly comme défenseur à gauche n'était pas mon souhait en tant qu'entraîneur. Je ne l'aurais sûrement pas fait, mais en ce moment-là, on m'a dit que on avait déjà beaucoup de blessés, 8. Si en plus on risque de perdre O'Reilly, ça aurait été compliqué, plus lourd. Donc j'ai changé Angel Gomez au milieu de terrain et O'Reilly qui était 10-15 mètres derrière, qui a fait très bien d'ailleurs. Voilà pour De Zerbi. Vous avez entendu De Zerbi, messieurs. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il dit? Bon, il parle quand même de... Il n'a pas été hyper vindicatif sur l'arbitrage quand même. Il dit, bon, peut-être que je comprends pas la règle. Ouais, mais non, mais tu peux pas empêcher les coachs d'avoir de la mémoire et de se souvenir des pénaltys qu'ils ont pris. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais justement, puisque on a entendu beaucoup se défausser sur les résultats de l'OM. C'est terrible de dire qu'il n'a pas fait un mauvais match. Mais voilà, c'est ça. C'est que et moi je pense qu'il faut ouvrir le dossier De Zerbi parce que tous les textos que je reçois de mes potes qui étaient au stade, ils en ont tous après De Zerbi. Et là, à un moment donné, c'est vrai que là, regarde, le changement est Egan Riley du coup, puisque tu es obligé de dire que ça déstabilise la défense. Donc lui te dit, on m'a dit qu'il était blessé. Et quand il sort, tu vois qu'il est énervé et qu'il n'est pas blessé s'il est énervé. S'il est blessé, il n'est pas énervé comme ça. Donc qui a décrété qu'il est... Ben oui, mais le docteur du bord du terrain, il sait que le joueur est blessé. Et quand le joueur il sort, il n'est pas blessé et il marronne. Donc il y a un problème. Donc il essaie de trouver une excuse. Et moi, si tu veux, puisqu'on parle du fond de jeu de l'Olympique de Marseille, moi, pour avoir des automatismes, pour avoir un fond de jeu, pour avoir, que ce soit des automatismes offensifs ou défensifs, bon, ça fait 15 jours que je dis ça, voire même un peu plus. Il faut quand même que les mecs, ils jouent toujours assez souvent dans la même composition d'équipe, tu vois. Les automatismes défensifs, ça s'apprend quand tu joues ensemble régulièrement. Les automatismes offensifs aussi. Et là, il a une excuse, c'est les blessés. Mais pendant un long moment depuis le début de la saison, il n'a pas cette excuse-là. Donc moi, je veux bien, mais quand tu veux rivaliser en Europe avec des équipes qui ont des certitudes collectives, on parle même pas de la qualité technique, on parle des certitudes collectives. Il faut les acquérir, ces trucs-là en championnat. Fais jouer ton équipe type. Pour moi, on l'a pas vu encore, l'équipe type de l'OM. Voilà. Donc, comment tu veux faire? Alors, pour se concentrer un peu sur le coaching, ça date pas de ce soir, les coachings tardifs de De Zerbi. En fait, c'est un peu une constante chez lui. C'est une façon de faire. Alors, et la dernière fois qu'on a parlé de coaching avec lui, rappelez-vous, c'était après le match du Sporting, où tout le monde a dit il s'est planté, il a fait n'importe quoi, Greenwood, tout ça. Ça l'a énervé. Donc c'est un sujet qui est tendu avec lui, le coaching. Alors peut-être que lui-même, il comprend qu'il y a des problèmes. Mais quand tu es coach, tu ne peux pas maîtriser le coaching, ne pas savoir s'adapter au match, aux circonstances, c'est quand même un gros problème. C'est juste pour parler de cette partie-là, au-delà de la gestion de l'équipe et tout. Mais t'as toujours l'impression que... Mais en fait, tu sais, quand j'ai fait les 3 points... Là, premier changement, 71e ce soir. J'ai fait les 3 points, j'ai dit réellement le sentiment
que j'avais devant la télé. J'étais là, je disais, je ne comprends pas. Chaque décision est à mes yeux incompréhensible. Pourquoi lui et pas lui? Pourquoi si tard? Pourquoi comme ça? Pourquoi tel joueur dans cette position? Où est-ce qu'il y a un joueur capable de casser une ligne avec une passe? Où est-ce qu'il y a un joueur créatif dans cette équipe? Où est-ce que le porteur est aidé en soutien par des gens qui viennent lui proposer quelque chose? Où est-ce que, tiens, ce joueur il est pas bien, je le sors, j'en mets un autre? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il vient dire qu'on n'a pas fait un mauvais match. Ok, bah, pour moi, il est en train de perdre une lucidité totale, mais là où, même de la crédibilité, Daniel. Là où hein. j'accepterais complètement la remarque, c'est si on vient me dire, écoute, l'année dernière, il y a un paquet de matchs où il y a un coach, quand il faisait des choses sur le terrain, tu ne le comprenais pas, il s'appelait Luis Enrique, et derrière, il était champion d'Europe. Alors, je pense que je peux jouer au minimum ma bagnole sur le fait que l'OM ne sera pas champion d'Europe, mais sur l'histoire qu'il peut y avoir une progression, qu'on finisse par comprendre quelque chose, pourquoi pas? Pourquoi pas trouver une équipe type? Pourquoi pas mettre les joueurs en confiance? L'année dernière, même époque, après des matchs au Bayern contre Arsenal ou des comme ça, tu regardais le PSG, tu ne comprenais rien à l'idée qui était travaillée, au choix. Pourquoi un tel jouait là? Pourquoi c'était lui qui jouait, c'était pas lui? Pourquoi il y avait... Bon, voilà. Parfois, on ne comprend pas. On a le droit de le dire. L'entraîneur a le droit de progresser, l'entraîneur a le droit de modifier des choses, de réussir à insuffler de la confiance à un groupe, de déterminer une hiérarchie. Ok, on va garder cet espoir-là, puisque on nous a montré que c'était possible. Okay. Sans parler de gagner à la Ligue des Champions, Daniel, mais s'il nous fait une Luis Enrique, tout le monde lui pardonnera, écrira au génie. Hein. Mais, ouais, sauf même que ça s'il prend sort pas le truc, c'est déjà bien. Ouais. Dans quelle mesure ce qui s'est passé ce soir, Eric, le fragilise? Benatia, il connaît le foot. Je veux dire, il voit tout ce qu'on voit nous. Il fragilisait comme Luis Enrique l'était l'année dernière, même époque. Hein, quand le directeur sportif lui demandait de lui expliquer ce qu'il était en train de faire. C'est surtout, Gilbert, ça fait donc 4 soirées qu'on passe ensemble sur la Ligue des Champions. On fait 3 fois au moins, que ce soit donc au Real, au Sporting et ce soir, le constat que on comprend pas le coaching. C'est-à-dire qu'au Real, on avait mis en avant le fait que il a voulu assurer le nul à un moment donné, alors que peut-être à 11 contre 10, il y avait moyen d'aller chercher la victoire et on n'avait pas compris ses remplacements. Au Sporting, puisque là vous dites que c'est tard, là par contre à la mi-temps, il va parce qu'il y a un expulsé, il va changer un dispositif et une équipe qui marche bien, avec un milieu de terrain, le petit Vermieren, qui est peut-être encore plus précieux quand te tient un de moins, parce qu'il va pas beaucoup vers l'avant, mais par contre c'est un peu une machine à laver au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il est propre et techniquement plutôt habile. Donc et tu te prives de Greenwood qui peut faire reculer les adversaires. On l'avait dit aussi. Et ce soir on se demande pourquoi il sort le défenseur central, ce qui peut-être coûte un but à l'OM. Donc voilà. Après, le crédit du coach, il s'étiole petit à petit, hein, puisqu'il y a cette histoire d'équipe qui change trop et ce coaching qu'on ne comprend pas toujours. Donc, quand tu gagnes, tout le monde oublie tout ça, mais quand tu commences à perdre les matchs, les supporters, ils oublient plus, hein. Voilà, et moi je le répète, les textos que je reçois de mes potes, et c'est par dizaines, hein, ils sont allés au stade, c'est par rapport à De Zerbi, parce qu'ils en ont marre, ils se régalent pas au stade, ils comprennent pas tout, ils comprennent rien même, et ça va poser un problème à un moment donné, ça va le fragiliser, surtout s'il a des analyses d'après-match comme ça, où si tu écoutes ce qu'il dit, il n'y a rien de sa faute, c'est-à-dire un coup c'est l'arbitrage, un coup c'est les blessés, et un coup c'est le coup du sort de l'adversaire, tu vois. Oui, moi ne pas savoir lire les matchs et réagir, c'est quand même la qualité numéro 1 d'un coach, ça. Moi, c'est assez flippant en fait au fond. Prenons les avis des supporters. On va voir Arnaud, ce qu'il en pense. Arnaud, bonsoir. Ouais, bonsoir l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ouais, là, on est sur De Zerbi, hein, t'as bien compris. Qu'est-ce que tu veux dire sur lui ce soir? J'ai bien compris, on est en boucle un peu sur lui. Non, moi, les gars, il y a une bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on a trouvé un mec qui a fait partie de l'équipe du CAS du musée du Louvre. C'est Matt O'Reilly. Il est resté dans le monte-charge et il est parti sans les bijoux. Alors ça, parce que ce mec, ça fait 10 jours qu'on parle des lacunes défensives derrière.
on peut les changer poste pour poste. Eric dira pas le contraire. Emerson, Pavard, ils ont fait des erreurs individuelles. Mais les gars, le problème de l'OM en ce moment, c'est le milieu de terrain. Matt O'Reilly, il est incapable. Il joue tous les ballons à une touche, voire 2 touches maximum. Il court dans le vide. Il a un gros volume de jeu, mais il est incapable de prendre un ballon dos au jeu, se retourner, casser une ligne. Incapable. Et au milieu de terrain, il a tout essayé de Zerbi. Un coup, il met Vermeeren. Il le sort à la mi-temps. Il n'est pas prêt apparemment physiquement. Mais surtout au milieu, il ne met que 2 mecs. Hein. Et au il y a milieu, 2 mecs qui sont devant la défense. Mais pourquoi, Daniel? Un troisième, on ne sait pas trop où il est. Et c'est aujourd'hui, c'est une sorte de schéma que je ne comprends pas. Moi, Daniel, ce que je veux dire, c'est que demain, tu mets Luis Enrique à la tête de l'OM. Arrêtez de m'inventer que aujourd'hui il va faire mieux. Il n'a pas le matos au milieu de terrain. On parle de devant, au bas. Moi, je trouve qu'il fait des très bons déplacements ce soir. Même si c'est pas parfait, il permet quand même de décrocher, d'aller chercher des ballons en cassant 2 lignes. Mais aujourd'hui, les gars, franchement, derrière, on a quand même les joueurs. On a du monde qui va rentrer. Il y a Medina. On a doublé les postes, les latéraux et compagnie. Eric dira pas le contraire. Mais aujourd'hui, au milieu de terrain, que ce soit Angel Gomez, Kondogbia qui est absent 4 matchs sur 5, Vermeeren qui est un peu limité, même si techniquement c'est pas dégueulasse. Mais aujourd'hui, Matt O'Reilly, je comprends pas qu'on n'en parle pas. Il n'est pas au niveau, les gars. Il n'est pas au niveau. Par rapport à ce que tu nous dis, à un moment donné aussi, on va être obligé de le faire. Bon, moi je le fais volontiers parce que j'ai beaucoup aimé sa saison et j'ai toujours pas compris comment il a pu partir et ce qui s'est passé. Voilà, merci. Mais il va falloir ouvrir le débat Rabiot quand même, hein, parce que quand tu te qualifies en Ligue des Champions et si tu veux sortir des poules, l'an dernier sur la saison dernière, tu en as pas 50 de joueurs à garder, hein. Tu n'en as pas tant que ça finalement, hein. Et s'il y en a un à garder, c'est celui-là. Et tu te renforces autour. Enfin, on a bien compris qu'il y avait un problème contractuel et que. Enfin, oui, voilà. Alors oui, tout ok, est clair, oui, sauf que ton problème contractuel, il va te coûter combien si tu sors pas de la poule à l'arrivée? Oui, c'est un calcul. Oui, enfin bon, moi je... Et un Daniel, sujet. Mais avant de savoir s'il manque un tel, moi je veux bien. Vous savez que je pense qu'il ne manque pas du tout. Mais déjà. Si toi tu dis qu'il manque pas à l'OM, alors peut-être qu'on peut faire des débats sur le niveau. Là. Mais que font ceux qui sont là déjà? Que font ceux qui sont là? Oui, mais ceux qui sont là, ils sont peut-être pas au niveau. Je te signale que quand on prend Angel Gomez, qui était un joueur qui était en progression, que tout le monde appréciait, et qui depuis qu'il est à l'OM n'est ni titulaire, ni remplaçant, ni sur le banc, ni machin, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Honnêtement, quand on le voyait à Lille et tout, c'était un gars, il devait être sur une pente ascendante et il devait arriver à une forme d'apogée à l'OM. Ce gars-là a disparu. Oui, non, mais Daniel, il a disparu. Moi, je veux bien ce que tu nous racontes, mais donc tu es en train de nous expliquer que en perdant le Rabiot, c'est pas si grave que ça parce que tu as attrapé. Mais Rabiot à 2 matchs par semaine, regarde ce qu'il fait à Milan déjà. Il est blessé, Rabiot. Mais à 2 matchs par semaine, il le fait pas, il l'a jamais fait. Écoute, nous, on n'est pas encore en grande Europe, tu vois, puisqu'on essayait à peine de sortir d'une poule à 24, d'accord? Donc si moi on m'explique que Rabiot là ou Rabiot pas là, c'est pareil. Ah, je suis désolé, Daniel. T'as pris parce que moi, si tu m'expliques que Vermeeren, O'Reilly et Angel Gomez peuvent être au niveau très rapidement de ce qui est Rabiot, écoute, tu es plus fort que moi parce que moi, je suis désolé, mais ces garçons-là, peut-être qu'ils sauront devenir et qu'un jour ils seront très forts, mais pour le moment, c'est trop juste. Ils viennent d'arriver, ils découvrent ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est pas la Ligue 1. Voilà, donc et moi, je suis désolé par rapport à ce qu'a fait Rabiot l'an dernier et par rapport au niveau de l'OM et aux ambitions de l'OM, perdre un mec comme Rabiot, c'est énorme. Voilà. Alors après, il peut pas jouer à City, ou à PSG, au Barça, ou au Bayern, on est d'accord. Mais pour nous, il aurait été précieux. Il a été précieux l'an dernier. Et on a démarré l'évaluation il y a quelques instants en parlant de O'Reilly, alors que moi je voulais plutôt parler de De Zerbi. Bon, enfin bon, on suit les désirs de nos. Il a rien dit d'autre là, De Zerbi? Dans la conf, on n'a pas relevé s'il y a eu des choses, rien sur le jeu de l'équipe, ça. Il est vraiment content. Florent Germain, qui a tout écouté, nous envoie un petit mail. Donc il n'est pas d'accord sur le fait que l'OM a été mauvais. Mais ça, on l'a entendu. Là, c'est dingue. Il dit c'est la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est un peu rocambolesque, en gros. Là, c'est dingue. Voilà. Il dit les chances de qualif sont intactes. Voilà. Ne pensez pas qu'on aurait 12 points au bout de 4 matchs. Intact. Voilà. Intact, tu joues Newcastle, Liverpool, ça va être compliqué. Alors, prochain match, tu reçois tu Newcastle. vas à Bruges, quand tu vois que même le Barça n'est pas allé gagner là-bas. Parce que l'ordre peut être important. Donc là, le prochain match fin novembre, tu reçois Newcastle, qui a 9 points.
et qui est plutôt bien, hein, Newcastle, dans cette Ligue des Champions. Si tu considères qu'ils vont venir en claquette, alors ok. Ensuite, tu vas à la Saint-Gilloise, à l'Union Saint-Gilloise, qui est beaucoup moins bien. Tu reçois Liverpool avant-dernier match et tu vas à Bruges, dernier match. Pour moi, sur le papier, le seul que tu gagnes, c'est l'Union Saint-Gilloise. Les autres, sur le papier, t'as pas à gagner, quoi. Ou alors, il faut que l'équipe elle soit transfigurée par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Si tu finis avec juste une victoire et que les défaites, t'es éliminé. Hein. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ça pue. C'est pour ça que je te dis que ça pue. Parce que là, tu devais gagner Sporting, tu dois pas perdre le match. Et ce soir, tu dois gagner. C'est pas la même histoire. Tu as perdu 5 points sur les 12 entre guillemets faciles ou les 15 faciles qui étaient soi-disant à ta portée ou en tout cas où il y avait match. La différence avec Monaco qui était dans une mauvaise dynamique et c'est qu'hier ils y vont là chez les Esquimaux. Mais bon an mal an dans la pluie, dans le vent, dans le courant d'air, dans tout ce que tu veux, ils reviennent avec 3 points. C'est plus la même histoire pour eux, parce que derrière, ils ont un menu plutôt easy, avec Pafos et Galatasaray à la maison. Voilà, l'OM, on ne peut pas dire qu'ils avaient un parcours hyper simple, l'OM, mais néanmoins, ils avaient de quoi le faire avec, le problème, avec les équipes. Et pour l'instant, ils ne le font pas. Le problème avec le calendrier à venir et avec ce qu'on a vu l'an dernier du classement, en 4 matchs, il faut que tu gagnes 2 matchs. Non, même en gagnant 2 matchs et en faisant il te faut 7 un points en nul, 4 ça matchs. suffit pas. Voilà, c'est ça. Putain, mais c'est bouillant. Non, plus de 7 points. 7 points, ça 7, suffit 7, pas. Tu vas à 10, l'an dernier, 10, il y a une équipe à 11 qui n'est pas passée l'an dernier. Si tu passes, hein. Donc il te faut 8 points. 8 points en 4 matchs, c'est 2 victoires, les 2 équipes faciles entre guillemets, sauf que Bruges, ça n'a pas l'air vraiment, ça a pas l'air tout à fait facile, hein, voilà. Mais bon, nous on les avait marqués comme facile puisqu'on ne connaît pas le championnat belge. Donc là, on est en train de découvrir que les Bruges, quand tu vois jouer Bruges, mais Bruges, ça fait top 3 en France tous les jours. Mais tous les jours, ils font podium en Ligue 1, Bruges. Tu les as vu jouer. Mais Bruges, tu les as vu jouer contre Monaco, tu les vois jouer contre le Barça ce soir. Bruges, là, ils ont 4 points, hein, c'est juste un de plus que l'OM. Mais ok, très bien. Toujours est-il que Bruges, quand tu les vois, contre qui ils ont perdu, ils perdent pas contre des tocards. Non, surtout chez eux en plus. Ils font un bon match. Non, mais même tu gagnes Bruges et l'Union Saint-Gilloise là, eh ben il en manque encore. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses au moins 2 nuls contre un match de dingo pour aller faire 2 nuls nuls contre Newcastle. Ou gagner contre Newcastle ou 2 nuls et là tu peux passer. Écoute, donc il faut que tu sois transformé faisable, par rapport à ce il faut que ça ait aucun rapport avec ce qu'on a vu ce soir. Mais bon, dans le football, les transformations, ça existe. Bruges, je rappelle qu'ils avaient éclaté Monaco au début de Ligue des Champions 4-1. Bon, revenons à l'évaluation. Aubameyang, on en dit quoi, les gars? Je sais pas, moi je comprends pas depuis le début de l'année. Écoute, depuis son retour, je comprends pas. On n'avait pas cette catégorie, le ouais, parce que ce genre de joueur dans les matchs, on l'a vu quand pas l'an dernier, l'année d'avant, en Ligue Europa d'ailleurs, où il avait vraiment commencé sa saison en marquant des buts en Coupe d'Europe. Et donc tu te dis que ces garçons-là, avec leur expérience, leur vécu, dans ces matchs-là, ils vont être toujours là pour te mettre un but. Donc tu comptes pas sur eux pour te faire le pressing, te donner le tempo, venir chercher les ballons pour orienter le jeu et pour aider les milieux de terrain quand on est en difficulté. Voilà, donc moi c'est pas, vu que Gouiri est pas là, c'est pas sur lui que j'ai envie de taper en premier, si tu veux. Voilà, moi si tu veux, dans des matchs comme ça, Peshao et Greenwood, ils doivent faire plus offensivement par exemple. Et surtout au milieu de terrain, tu n'as pas ce joueur qui va peut-être faire la différence dans le jeu quand il faut construire. Tu l'as pas ce joueur-là, puisque tu n'as que 2 milieux travailleurs, on va dire. Donc tu les as plus. Donc tu étais plus déçu toi par Greenwood que par Aubameyang. Greenwood qui, plus les matchs passent, plus tu dis que c'est toujours la même chose, c'est un peu faible contre les forts et fort contre les faibles, quoi. Surtout qu'on avait vu une facette qu'on n'avait pas vu l'an dernier de garçons qui se battaient là sur des matchs importants. On s'est dit ça y est, il a compris, pour passer le cran au-dessus, il faut faire ça, il a compris. Et là, dans ces matchs-là, c'est là que tu dois aller voir ces joueurs-là. C'est ces joueurs-là qui doivent te faire gagner. Voilà. Alors, tiens, c'est marrant, Eric, parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je reviens sur l'épisode du péno et tu dis... Ah non, il ne fallait plus en parler. Mais non, mais écoute, c'est rigolo. Donc, tu dis les consultants sur les plateaux et le fait de dire ou non oui. Sur le plateau de Sky, en Italie, donc où on est en train d'analyser le match aussi, puisque ça concerne une équipe italienne, tu as Paolo Di Canio, Fabio Capello et Billy Costa Curta. Donc,
Donc Di Canio dit le penalty n'aurait pas été scandaleux. Capello lui répond oui, mais dans les réunions que nous faisons à l'UEFA, ce genre d'épisode ne débouche pas sur un penalty, c'est le protocole. Et Billy Costa Curta termine en disant pour moi il y a penalty, mais si c'est le protocole de ne pas siffler ce genre de main, alors tant mieux pour nous ce soir. Voilà. Donc on est réellement en train de parler d'un truc qui existe, d'une règle. C'est un peu comme moi quand je dis qu'on sort les cartons rouges trop vite et qu'on me répond c'est la règle. Je dis aucun problème, c'est la règle, c'est la règle. J'aimerais qu'on puisse la changer, mais c'est la règle. Donc on peut toujours s'énerver comme je le fais sur les cartons. Tu peux toujours t'énerver sur la main et tout, sauf que c'est règles. À partir du moment où c'est règles, passe à autre chose. On passe à autre chose. Moi j'aimerais qu'on évolue sur l'histoire du carton. Si les gens veulent évoluer sur l'affaire des mains, ils peuvent le faire. De toute façon, ça change tout le temps. L'histoire des mains, franchement, ça fait mais ça c'est catastrophique. Tous les ans, ça change. Tous les ans, ça change. Et surtout, la VAR ne règle pas le problème de l'interprétation. Ça, on le sait depuis longtemps, tu as raison. Et voilà, et là, tu as quand même deux joueurs, donc Capello, puisque lui, il est peut-être dans les instances, et donc il a l'info. Les deux joueurs en question, pour eux, il y a penalty, puisque Costa Curta te dit qu'il y a penalty, l'autre te dit qu'il y aurait penalty, il n'y aurait pas de quoi crier. Sauf que eux, ils n'ont pas le recul que nous, on a en France, de ce qui s'est passé sur les matchs avant, notamment contre l'OM. C'est ça le problème. Si l'Atalanta, ils en avaient pris un comme ça, ils auraient peut-être, ou alors l'inverse, l'aurait pas signalé, ils auraient peut-être ce recul en disant, il y a un problème quand même. Ils auraient dit à Fabio, ok, mais comment ça se fait alors contre le Real, par contre, ils le prennent le penalty, il n'y avait pas la même règle à ce moment-là, c'est ça le truc. Hein. Après, voilà, bon, on va pas faire le débat, c'est fini maintenant. Bon, et pour finir l'évaluation, il y en a un quand même qu'on peut sauver qui est Taulier, c'est Rouli. D'ailleurs, le penalty qui sort, super barré. Il va le chercher celui-là, c'est pas mal tiré ça. Exactement. Donc voilà, s'il y en a un à sauver, on peut dire que c'est lui. Voilà, je voulais juste quelques messages WhatsApp pour conclure sur l'OM. Alors, la tendance, c'est quand même globalement plus à De Zerbi bashing. En gros, il nous fatigue, on comprend rien et il n'est pas bon. Il y a un truc qui est en train de se retourner quand même à propos de Zerbi ce soir. Il ne faut pas que ça se retourne, c'est que tu poses des questions, c'est normal. Ouais. Et puis Alex, pour finir, qui lui dit on ne peut pas entendre que Marseille va se prendre potentiellement 6 points contre 2 clubs belges, alors que contre les clubs belges, on en est à 0 victoire sur les 9 derniers matchs. Apparemment, je n'ai pas vu cette stat, mais... je ne la connais pas, mais c'est vrai que si elle existe, c'est... Mais bon, après, les clubs belges, à chaque fois, ça foire, c'est terrible. Ouais. Mais bon, après, quand tu es supporter, tu peux rêver quand même, non? Quand tu vois les noms, au moins, voilà. Après, tu prends la claque encore une fois, parce qu'avec l'OM, on prend des claques régulièrement. Notamment en Ligue des Champions, mais si on ne peut plus rêver maintenant, et autant plus supporter une équipe. Hein. Eric, on va te laisser rêver jusqu'au prochain match. On te retrouvera donc pour OM Newcastle fin novembre et on rêvera tous. Exactement. Salut Eric, bonne soirée. Ciao, bonne fin d'émission les gars.